Vous nous suivez depuis les 5 communes de la capitale Conakry, mais aussi dans les villes environnantes, pourquoi pas dans les 4 coins de la Guinée, un peu partout dans le monde entier. Nous vous disons merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à nos programmes et bienvenue dans votre émission Café Débat, l'espace consacré à l'analyse et au décryptage des sujets d'actualité au quotidien. Ici, nous donnons la parole à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion. La politique, on en parle cette fois-ci encore. Des jeunes qui se lancent dans la politique, nous le savons depuis 1996, c'est-à-dire à l'arrivée de Sidi Touré dans le paysage politique en République de Guinée, la même génération, ça fait 22 ans, et des jeunes qui ont jugé nécessaire de se lancer dans la politique, qui selon eux n'est pas en train de répondre aux aspirations du peuple. Qu'est-ce qu'ils pourront apporter de mieux que les anciens n'ont pas fait? Ainsi, nous donnons la parole à celui qui a bien voulu la prendre cette fois-ci en vue de vous impacter. Il s'agit de M. Souleymane Sy Savané. Il est politicien, monsieur, il est le président de l'URG, l'Union des Républicains de Guinée. M. Souleymane Sy Savané est doctorant en mathématiques fondamentales à l'université de Paris 6. Et Monsieur Savané, bonsoir. Bonsoir M. Camara. Et bienvenue dans Café Débat. Merci. Alors, on parle de politique aujourd'hui, un parti que nous ne connaissons pratiquement pas, l'URG, certainement qu'on a vu sur le terrain peut-être depuis quelques années, mais pratiquement que nous ne sentons pas. D'abord, présentez-nous votre parti politique. Alors, merci, chers téléspectateurs, merci M. Camara. Je suis M. Sy Savané Souleymane. M. Kandia, s'il vous plaît. M. Kandia, s'il vous plaît. Je suis M. Sy Savané, je suis docteur en mathématiques fondamentales à Paris 6, Paris-Sorbonne. Et l'URG a été créé en 2016, donc qui a été créé par les Jeunes pour les Jeunes, qui a pour objectif principal d'assurer l'alternance en 2020. Alors, dans notre pochette, notre titre d'emploi, donc nous incitons la jeunesse guinéenne à la réussite. Parce que ce combat, cette mission, on ne peut la réussir, c'est lorsque nous sommes en collaboration vive avec la couche juvénile. Donc c'est pourquoi nous avons proposé aux jeunes un programme qui leur permettra de sortir ce manque d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler que la jeunesse guinéenne est en perte totale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'espoir du tout dans ce pays. C'est pourquoi nous avons demandé à ce que la couche juvénile nous rejoigne afin qu'ensemble nous puissions construire cet univers politique. Oui, mais dans le temps, on a quand même l'habitude de voir des jeunes soutenir plutôt les mêmes personnes, c'est-à-dire qui ne sont pas de notre génération certainement, mais qui sont vraiment imprégnés des questions politiques en République de Guinée. D'habitude, ce sont eux quand même qui sont soutenus, qui soutiennent le plus souvent les vieux, c'est-à-dire les jeunes. Mais pourquoi vous avez jugé nécessaire de vous lancer dans la politique, étant donné que vous êtes mathématicien, que de chercher à soutenir un monsieur qui a peut-être les moyens de sa politique? Et pourquoi tout simplement? Alors voilà, vous venez de répondre à un point très important, c'est tellement là que la jeunesse guinéenne a accroché. Ça veut dire que les germes, c'est-à-dire l'émergence de la jeunesse à la politique a été le déficit total des aînés qui nous ont devancés déjà, qui n'ont pas répondu aux attentes que les missions qu'on les confiait. Alors ceci dit, pourquoi les jeunes jusqu'aujourd'hui ont accompagné nos aînés à faire la politique? C'est parce qu'ils étaient en manque de confiance. Cette jeunesse était en manque de confiance. C'est parce qu'on a utilisé... Non, la jeunesse n'avait pas confiance en elle. Non, mais oui, tout à fait. Ils ont tout... C'est-à-dire on avait pris la culture de manque de confiance, on avait cherché à y mettre ça à la jeunesse guinéenne. C'est pourquoi, d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler, cette jeunesse aujourd'hui commence à comprendre que ça fait plus de 3 décennies qu'on a confié la destinée de ce pays à ces prédateurs économiques, il faut les appeler comme ça, c'est politique. Aujourd'hui, cette jeunesse a compris le mieux, c'est de s'investir en politique afin que nous puissions être capables de prendre notre destin en main. Donc, ceci dit, que moi, mon engagement en politique, qu'on appelle ça, mon engagement, je le dois à une colère, parce que vous savez bien que je ne suis pas né politicien, hein, ma reconversion, je la dois tout simplement au manque vide total, c'est-à-dire il y a un vide politique, il y a une politique, l'absence totale d'une politique sociale d'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Je me suis dit, pourquoi je ne vais pas essayer de changer la perception de la politique de la jeunesse guinéenne? Parce que vous savez que quand on prend la colonne, quand on s'intéresse à la colonne statistique de la population guinéenne, vous allez comprendre que, c'est-à-dire la majorité revient à la jeunesse.
Et si cette jeunesse-là fait dos à son devoir citoyen, à son devoir politique, je pense que nous allons patauger dans la misère et que nous allons laisser ces gouvernants médiocres à nous, c'est-à-dire à faire de nous ce qu'ils veulent. Oui, mais c'est un discours va-t-en-guerre déjà, hein, d'entrée de jeu, vous annoncez les couleurs de votre arrivée dans la politique, mais est-ce que vous pensez que ce serait facile maintenant de vous implanter dans la mesure où vous venez avec un discours pratiquement musclé? Moi, je pense qu'il faut rompre avec la vieille pratique. Cette recette où nous avons donné confiance pendant plus de 44 décennies à cette classe politique qui n'a pas apporté l'amélioration des conditions de vie. Alors c'est pourquoi nous, notre parti URG, s'engage à la fédération, à la mobilisation totale de tous les Guinéens. Dans la mesure où nous n'avons pas de catégorie de Guinéens, c'est-à-dire que la porte est ouverte à tous les Guinéens. Qu'est-ce qui nous différencie des autres classes politiques? Pourquoi nous avons créé d'ailleurs le parti politique? Parce que nous avons compris que jusqu'ici, la politique sociale menée, la politique d'emploi, la politique économique menée jusqu'ici n'est pas adéquate à la situation guinéenne. C'est pourquoi nous, dans notre tunnel d'arrangement, nous avons trouvé des outils, c'est-à-dire qui sont en harmonie parfaite avec le problème guinéen. Donc, dans notre tunnel de problématiques, vous allez voir que nous avons des techniciens, des ingénieurs, des philosophes, tout, parce que vous savez, comme vous le savez bien, ces éléments, et ce parti qui a été créé par des jeunes cadres, des personnes des métiers, des jeunes des métiers qui sont à la recherche des qualifications. Ils ont compris qu'avec l'URG, c'est-à-dire qui se plongent dans la recherche des qualifications pour eux. Parce que nous avons d'ailleurs, il faut qu'on reprenne, c'est le lieu de rappeler que pour créer l'emploi jeune en Guinée, il faut s'inscrire tout simplement dans la recherche des qualifications. C'est ça le bien-être. En fait, si vous voulez être heureux, comme on a souvent l'habitude de rappeler, le bonheur est un privilège qui s'acquiert par la volonté de se battre pour le bien-être de son prochain. Pourquoi je l'ai dit? Parce que si nous voulons décrocher le bien-être, il faut trouver de l'emploi jeune. Et qui dit emploi jeune part d'une qualification pour trouver de l'emploi. Et cette recherche de qualification, les germes de cette recherche de qualification est basée sur quoi? Est basée tout simplement sur ce qu'on appelle l'outillage. Le Guinéen n'est pas outillé. D'accord. Alors, vous, je vous ai connu bien avant, peut-être il y a une trentaine d'années, je ne sais pas, 20 ans et quelques. Je vous ai connu footballeur pour un premier temps. Et pourtant, vous jouiez très bien en ce moment. Et après, enseignant en même temps dans un lycée. Aujourd'hui, je vous vois politicien, vous principalement. Pourquoi vous n'avez pas plutôt continué? On sent qu'on voit déjà que vous êtes encore doctorant en droit, en mathématiques fondamentales. Mais vous, à Paris 6, ça c'est Sorbonne. Oui, Sorbonne section ingénierie. Voilà. Donc, tout ça, pratiquement, c'est vrai que c'est un professeur de la Sorbonne qui est aussi au pouvoir. Est-ce que nous voulons comprendre? Pourquoi vous, principalement, vous êtes dit, il faudrait que je fasse la politique? Alors, pourtant, au départ, moi, vous connaissant, vous n'étiez pas pratiquement politicien. Nous allons activer un point. Alors, vous savez bien que vous avez dit tout à l'heure que c'est un professeur de la Sorbonne qui est au pouvoir. D'accord. Vous savez, un enseignant, si vous voulez bien, c'est un personnage qui a la quasi-totalité d'analyse, c'est-à-dire récapitulative, sur le système éducatif. Alors, pourquoi nous avons un enseignant au pouvoir jusqu'ici et que le système éducatif guinéen est en train d'être torpillé, bafouillé? Voilà, il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question. Quand on est enseignant, on a les devoirs des réformes de la vie sociale. Un enseignant, il n'est pas donné à qui d'être enseignant. Moi, je pense que sur ce point, je vais revenir sur notre projet de réforme de l'éducation plus tard. Je reviens encore sur la question. Pourquoi je me suis lancé en politique? J'insiste là-dessus. Après avoir acquis des formations en Guinée, bien sûr, parce que j'ai commencé ici, d'ailleurs, vous avez rappelé, j'ai été professeur dans beaucoup de lycées guinéens, déjà avant de partir passer des études supérieures en France. En plus, pourquoi je me suis lancé en politique? C'est après avoir obtenu beaucoup de formations en dehors de la Guinée, et je me suis dit, comment je peux continuer à acquérir des formations et qu'aujourd'hui, je suis en train de former des cadres français, des professeurs français, des cadres africains, et pourquoi ne pas mettre une politique de formation des formateurs chez moi, afin que je puisse essayer d'améliorer la qualité de l'enseignement en Guinée. Et pour le faire, vous savez bien que tout est politique chez nous. Oui. Quand vous vous lancez dans un débat, dans une sphère de réforme dans ce pays, on va politiser, on va dire que ce monsieur
Je pense qu'il est là pour faire autre chose. Donc, c'est pourquoi mon engagement en politique. J'ai dit, mais il faut, pour améliorer ces choses-là, il faut avoir ces accessoires, ces outils. C'est pourquoi je me suis dit, pourquoi ne pas créer une ONG, pourquoi ne pas créer un parti politique, pour que ce que je souhaite améliorer dans mon pays puisse être une réalité. Oui. Donc, je me suis dit, il y a raison de créer un parti politique pour que les réformes que je souhaiterais apporter pour la Guinée puissent être une réalité. C'est ainsi que je me suis dit, ben voilà, après avoir bien sûr se concerté avec pas mal de Guinéens en dehors de la Guinée, en Guinée également, je me suis dit, ben, il y a une nécessité de créer un parti politique pour que nous puissions donner à cette jeunesse-là sa dignité perdue. Sa dignité perdue. Alors parlons un peu, puisque vous me dites depuis 2016 que vous avez créé votre parti, dites-nous un peu quel est votre champ d'action aujourd'hui? Vous êtes implanté sur combien de localités, pratiquement dans combien de localités, et comment ça se passe? Alors, l'implantation du parti nous a pris beaucoup de temps. Il ne faut pas s'en manquer parce qu'un parti politique, c'est des comités de parti. Mais en réalité, vous êtes en phase embryonnaire, hein, et 2 ans, c'est tellement peu par rapport à des partis qui ont au moins 2 décennies. Monsieur Kandia, tous ceux qui en vaut la peine prennent du temps pour s'étendre. Il ne s'agit pas de créer un parti politique et se lancer dans un jeu dans les jeux électoraux. Donc je pense qu'il faudrait seulement chercher d'abord à bien construire les bases. Un parti fort, c'est un parti qui a de très bonnes bases. Donc c'est pourquoi notre implantation, surtout dans la capitale, aujourd'hui, a été une réussite. Nous avons nos représentants dans tous les quartiers. Alors nous travaillons sur un schéma. On appelle ça les graphes. C'est quoi les graphes? C'est-à-dire c'est des branchements, des connexions qui permettra à notre parti de gagner son implantation sur le terrain. Si vous prenez aujourd'hui la commune de Matoto, dans les 38 quartiers, nous avons des représentants dans tous les quartiers et aussi qui ont cherché à avoir des représentants, qui ont eu aussi des représentants dans tous les secteurs. Donc, au-delà de la commune de Matoto, nous avons pu nous étendre sur toute la capitale qu'on a créée. Et vous savez bien que nous avons entamé un travail depuis 2017 à Kindia, à Foulkaria, et notre schéma de déplacement, notre schéma d'implantation est déjà établi. D'ici, nous avons un calendrier. D'ici mi-2019, je pense que toute la Guinée, c'est-à-dire va toucher la résonance de l'implantation de l'URG. Donc vous avez préféré attendre que la fin de vos implantations à l'intérieur avant de vous présenter, parce qu'il y a quand même une élection qui s'est passée et vous ne vous êtes pas présenté. Pourtant il y a eu des candidats indépendants. J'en viens. Alors pourquoi nous ne sommes pas présentés aux élections communales? Dans la mesure où nous étions en pleine implantation. J'insiste là-dessus. Nous ne voulons pas aller aux élections pour avoir les pourcentages maigres, pour avoir les 1%. Nous avons vu des résultats de toutes les façons qui sont sortis des urnes. Les 0,56%. Les 0,56%, ça n'est pas, on ne peut pas coller une telle étiquette de pourcentage à l'URG. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, vous visez beaucoup plus. Beaucoup plus, parce que vous savez bien que la dimensionnalité dans laquelle nous sommes inscrits demande tout simplement de faire sentir notre engagement, notre projet de société, notre souhait, notre démarche à tous les Guinéens pour qu'ils comprennent que cette fois-ci, il y a un parti sérieux qui s'est mis en place. Il y a un parti qui veut vraiment essayer d'améliorer les conditions de vie. Parce que nous avons dit, dans notre politique sociale, nous avons dit pour aider un peuple, il faut d'abord le connaître et connaître ses problèmes. Identifier les causes et la nature de ses problèmes, prendre conscience du ferment réel de sa souffrance et disposer également d'un outil efficace. Vous avez eu suffisamment de temps pour connaître les problèmes du Guinée. Exactement, bah oui, mais vous l'avez rappelé. Je ne suis pas n'importe qui pour vous, peut-être vous l'avez connu. Nous avons grandi ensemble dans ce monde précaire. Vous savez dans quelle précarité on a grandi. Donc on ne peut pas faire cadeau à ces dirigeants jusqu'aujourd'hui qui sont en train de nous prendre le goût d'être Guinéens. Donc nous, notre objectif, c'est d'aller très loin. Il n'y aura pas un élément qui puisse freiner notre engagement. Alors parlons un peu des moyens de financement. Un jeune venu de l'extérieur, c'est vrai que... Laissez-moi terminer. Je ne vous laisserai pas mettre cette touche là-dessus, dans la mesure où il ne faut pas que nous collions chaque fois cette étiquette qu'on appelle ça, de la diaspora. Je ne suis pas du tout de la diaspora, vous l'avez rappelé. Je sais que vous êtes parti il y a peu de temps. Je suis allé en Europe, c'était pour passer des études d'études supérieures. Pour passer mon doctorat à Paris. C'est dans ce cadre-là. Et ma fréquence en Guinée, vous le savez bien, on ne peut pas estimer. Je suis régulièrement dans mon pays pour m'enquérir qu'on appelle ça, de la réalité de mon pays. Je ne suis pas du tout déconnecté de mon pays. D'accord. Alors parlons des moyens de financement. Un jeune
qui a un parti politique. Aujourd'hui, on sait que d'habitude, il faut un bailleur de fonds le plus souvent, parce que l'implantation, vous venez de le dire, c'est pas facile. Il faut schématiser, chercher à financer, faire une clé de répartition. Dites-nous comment vous faites pour financer votre parti qui est à 2 ans de vie seulement. Ce que les gens ne comprennent pas, la politique, c'est l'analyse, c'est la démarche, c'est les projets de société. C'est ça la politique. Alors nous, à l'égard de tout ce qu'on a fait jusqu'ici, nous avons eu des Guinéens qui sont dans le monde entier, qui sont en train de tendre la main. Un parti politique, c'est les cotisations des militants. Et si on rentre dans la bataille des chiffres, vous comprendrez que avec une cotisation de l'achat d'une carte d'adhésion, un parti politique, c'est-à-dire peut gagner suffisamment de moyens financiers pour pour se soutenir, pour se prendre en charge. Donc, je ne vais pas exposer toute cette plage statistique des chiffres que nous disposons aujourd'hui. Tous les Guinéens qui sont en train de soutenir ce parti-là aujourd'hui, mon téléphone n'arrête pas de sonner. De l'Angleterre, des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de la Guinée, des Îles-Corée, de la Côte d'Ivoire, du Gabon. Tous les Guinéens se mettent d'accord qui sont prêts à donner cette saveur juvénile au changement de ce pays. C'est pourquoi vous n'êtes pas le seul jeune président de parti politique, hein, mais on a vu des partis aujourd'hui se fondre à des grands partis. Ça dépend de la vision. Voilà. Ça dépend de la vision et ça dépend de la présentation du projet de société. Parce que, monsieur Kandia, si vous ne vous retrouvez pas dans un discours programme, c'est-à-dire dans le discours programme d'un parti politique, vous ne pouvez pas accrocher le parti. Mais exactement. Nous nous basons sur l'emploi jeune. Nous insistons là-dessus. Parce que vous savez bien que notre kit d'emploi juvénile permet à cette jeunesse de comprendre, c'est-à-dire nous avons touché le point qui peut réveiller cette jeunesse-là. Parce que, c'est-à-dire si vous voulez bien, toutes les entreprises qui viennent s'implanter en Guinée, ils recherchent la qualification. Et si on n'a pas de qualification, on ne peut pas rêver d'avoir d'emploi jeune. C'est pourquoi les jeunes ont compris. Il n'y a que l'URG avec son kit d'emploi juvénile qui puisse nous sortir de cette précarité dans laquelle on ne peut pas s'en sortir. Nous formons des jeunes qui sortent avec des diplômes qui ne sont pas en adéquation avec les besoins des entreprises. C'est pourquoi, notre démarche ici, nous avons pu interroger pas mal d'entreprises africaines qui viennent s'installer dans la sous-région pour leur demander quels sont vos besoins en compétences. Et ces compétences-là doivent être enseignées dans les universités, dans les lycées, pour créer ce qu'on appelle les universités de métiers. Ces universités de métiers vont nous donner des ingénieurs pour construire ce pays-là. Alors, je vais rajouter une couche. Vous savez bien que nous avons une population de 12 millions d'habitants, plus peut-être. Donc, notre démarche nécessaire, c'est de prendre une fourchette de 4 millions d'habitants pour créer un modèle des Guinéens. Qu'est-ce qu'un modèle des Guinéens? C'est dire un Guinéen qui peut se prêter au jeu de formation, au jeu de recherche des qualifications, au jeu, c'est-à-dire des combinaisons, c'est-à-dire des kits de formation qui puissent leur permettre de sortir ce qu'on appelle le manque d'emploi. Ne rêvez pas, M. Kandia. Aujourd'hui, vous allez chercher une qualification pour être journaliste ici aujourd'hui. C'est ça ce qu'on attend des jeunes Guinéens. Nous n'avons plus envier les autres pays. Donc, dans notre tunnel de projet de société, le Guinéen se retrouvera que c'est ce parti qu'il faut pour la Guinée il y a longtemps. Et voilà un débat très intéressant. On a pratiquement à la fin de la première partie de cette émission. Nous donnons rendez-vous dans quelques minutes seulement, après la pause thé. Et à tout à l'heure. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. De retour sur ce plateau de Café Débat, l'espace consacré à l'analyse et au décryptage des sujets d'actualité au quotidien. Vous avez compris, celui qui a bien voulu prendre la parole en vue d'impacter l'opinion. Il s'agit de Souleymane Sy Savané, président de l'Union des Républicains de Guinée, URG.
Il est doctorant en mathématiques fondamentales à Paris 6, Sorbonne. Hein? Oui, c'est ça. Monsieur Savané, nous revenons vers vous. Pour continuer, cette fois-ci, on va parler de l'actualité en tant que président d'un parti politique. Alors, comment analysez-vous un certain nombre d'actualités? On va quand même commencer par l'installation des conseils communaux. Vous étiez en Guinée, ou en tout cas, vous avez suivi avec intérêt les actualités liées aux élections du 4 février, les contentieux électoraux et peut-être l'accord du 8 août et du 13 août, c'est-à-dire avec l'UFDG, le parti au pouvoir et l'UFDG, et l'autre, le parti au pouvoir et l'UFR. Alors, premièrement, on parle de l'installation des conseils communaux. Comment avez-vous apprécié les élections de proximité, c'est-à-dire les élections communales? Alors, en fait, il y a un point, il faut vraiment mettre une couche encore, parce qu'il faut toujours rappeler aux Guinéens qu'on ne peut pas appeler ce peuple, la population guinéenne, à aller aux urnes et qu'au final, en fin de compte, les résultats de l'urne ne sont pas respectés. Donc, ficeler des accords, c'est-à-dire à travers, qui ne va pas dans le même sens, dans l'incohérence avec déjà les résultats de l'une, moi je pense que c'est une perte de temps, c'est pas où je dénonce la négativité de cet accord. Yeah. Rappelons que il ne faut pas habituer cette mauvaise pratique au Guinée. Une élection est confiée à une entité, à une organisation. Il y a un code électoral qui permet de trancher les contentieux électoraux. Donc, il n'y a pas raison de polémiquer là-dessus. Nous n'avons pas besoin de se mettre autour d'une table pour faire des accords qui n'ont pas d'incompatibilité à l'égard des résultats sortis des urnes. Rappelez aux autorités que ce pays en a marre de cette pratique, de cette façon de faire les choses. Nous avons pris une habitude en Guinée, c'est-à-dire l'opacité, c'est-à-dire la destruction des lois de ce pays. Après, on se met autour d'une table pour parler des accords. Alors, respectez le vote du peuple. Quand vous dites au peuple d'aller voter, rendez au peuple les résultats sortis de l'urne. Est-ce que vous n'allez pas voir, vous n'allez voir ça dans aucun pays du monde entier, après les élections, un contentieux électoral se résout par négociation, discuter. Alors il faut bien voir la catégorisation, la couleur, c'est-à-dire la coloration avec laquelle les gens là ont partagé ce gâteau. Aujourd'hui, la segmentation des communes, on peut dire aujourd'hui, on fait un deal à Matoto, et de l'autre côté, à Matam, il y a un autre deal avec un autre parti politique. Et pourtant, dans les confins, à l'Abbé, à Zéro-Corée, il n'y a pas de deal là-bas. Ça, c'est quelle couleur qu'on peut donner à cette politique électorale? Moi, je dénonce tout simplement la délinquance électorale. Demandez à l'autorité d'arrêter cette pratique-là, qui n'honore pas la Guinée sur la face du monde. Donc ce que je peux dire, c'est un accord honteux. Et je rajoute là-dessus, tous les protagonistes de ce accord, ils sont tous rattrapés. Dans la mesure où ce gouvernement a pris l'habitude de trafiquer les élections. Donc ça veut dire que les élections prochaines, laissez-moi terminer, les élections prochaines, si ils ont accepté un tel accord, il faut s'attendre à un autre accord encore. C'est des séries d'accords, des segments, des séries d'accords, des connexions d'accords dans lesquelles la Guinée ne va plus il faut s'attendre à des accords encore lors des prochaines élections, notamment absolument, les élections absolument, législatives. Absolument. Si ceux qui se taillent déjà la part du gâteau acceptent déjà cette résonance et qu'on appelle ça des accords qui n'arrangent pas les Guinéens, le bas peuple, moi je pense que les Guinéens, ils ont amputé au peuple guinéen la volonté d'aller aux urnes. Est-ce que c'est parce qu'il explique le taux d'abstention très élevé? Absolument, c'est l'une des raisons. Quand tu interroges les Guinéens, parce que nous, dans notre politique de proximité, nous discutons beaucoup, nous échangeons beaucoup avec les Guinéens. Vous leur demandez, alors, qu'est-ce que vous pensez de la politique guinéenne? Pourquoi vous n'allez pas voter? Pourquoi nous allons voter si au final les élections sont toutes trafiquées? Donc c'est pourquoi il faut dénoncer ces délinquants électoraux. Il faut que ça cesse. Les élections, c'est quelque chose de... C'est ce qu'un État peut vraiment prendre comme dignité. Élire quelqu'un dans les meilleures conditions, c'est ce qui garantit la stabilité dans un pays. Tant que nous cautionnons cette délinquance électorale, l'instabilité sera toujours guettée en Guinée. Ça c'est très important de rappeler. Pour être authentique, pour être bien installé, il faut accepter de mettre les conditions, les outils nécessaires pour organiser les élections dans les meilleures conditions. D'accord, dans les meilleures conditions, mais après ces élections, vous venez de le dire, il y a eu des contentieux électoraux issus peut-être du mauvais comportement d'un certain nombre d'acteurs politiques. Alors, aujourd'hui, l'accord est signé. Vous avez aussi dénoncé cela.
Mais on est dans un autre processus après la formation, une formation liée à ces accords et à l'installation des conseils communaux. On constate quand même que jusque-là, ça retarde. Et il n'y a pas eu d'installation jusqu'au moment où je vous parle. Comment analysez-vous cette situation? Vous savez que nous avons des autorités, nous avons une gouvernance qui n'a aucune considération, c'est-à-dire à son peuple. Ça, c'est un. Nous avons un peuple qui est plongé, qui est vautré dans un illettrisme total, dans la mesure où le Guinéen ignore quasiment son droit. Oui, mais non, j'en viens. Alors, ça veut dire que en fait, la situation guinéenne, c'est comme si ce peuple se noyait dans un fleuve. C'est-à-dire, quand je regarde la rive gauche, il y a la mouvance qui se moque non seulement du peuple et de l'opposition. Et en face de l'autre rive, vous voyez, c'est-à-dire une opposition républicaine qui ne voit que son intérêt, qui n'a aucune considération son peuple. Voilà l'engagement de l'URG en politique. Ça veut dire que nous avons une assiette dont la combinaison alimentaire ne répond pas, c'est-à-dire à la personne qui doit consommer son assiette. Donc ceci dit, il y a raison de s'inquiéter à Guinée. Il y a vraiment raison de s'inquiéter dans la mesure où cet accord-là, ça a été toujours de la même façon, de la même teneur, de la même nature. C'est le partage des gâteaux entre un groupe d'individus qui ont géré ce pays, qui ont mené l'économie de ce pays, qui veulent s'inscrire dans la récidive. Donc ceci dit, nous avons demandé à la jeunesse guinéenne de dire stop à cette pratique-là. Parce que si nous avons une opposition républicaine sérieuse, ils n'allaient pas accepter la teneur d'un tel accord qui n'arrange pas, qui n'honore pas la Guinée. Moi je pense qu'ils vont continuer à faire le jeu. L'installation des élus, ça va prendre du temps parce que le gouvernement, le professeur, M. Alpha Condé se dit que je suis avec une opposition qui ne peut m'empêcher de dormir. C'est pour cela il va les traîner en bout. Et attention, il y aura même un impact sur les autres organisations et sur l'organisation des élections. Il faut le dire. Parce qu'il se dit que ce peuple-là, je peux le manipuler à ma façon. C'est-à-dire, je peux faire de ce peuple ce que je veux. En Guinée, il n'y a que moi. C'est ma volonté qui va marcher dans ce pays. Alors que nous sommes dans un régime démocratique. Le peuple a le droit. Le peuple a le droit de réclamer à l'autorité, à la gouvernance, ce qu'on appelle le devoir d'État. Le devoir d'État, vous savez bien que le droit, notre devoir, c'est le droit, c'est dire que les autres attendent de nous. Voilà ce que nous devons enseigner aux Guinéens. Le Guinéen aujourd'hui, qui est dans le coin reculé de la Guinée, a compris que la politique, c'est-à-dire a une saveur, c'est-à-dire nauséabonde par rapport à son investissement. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut inciter les jeunes à s'impliquer en politique. Alors, est-ce que vous avez eu des techniques d'approche, des rapprochements des autres partis, par exemple, que ce soit de la mouvance, de l'opposition ou peut-être des candidats? J'ai rencontré pas mal de leaders politiques dans le cadre d'échanges, des programmes qu'on peut faire ensemble en Guinée. Vous savez bien qu'on peut bien se taper la poitrine. Vous pouvez vous dire que vous êtes le champion des réformes que vous pouvez apporter à votre nation. Mais sachez que quand vous êtes sur un terrain, c'est pourquoi j'ai demandé toujours, pour aider ce pays-là, il faut avoir des outils pour identifier le problème réel de ce pays. C'est pourquoi l'échange avec ces leaders politiques m'a permis de me construire davantage. Et je continuerai à taper, c'est-à-dire à toquer à toutes les portes pour que le problème guinéen, je puisse entendre dans la bonne résonance, pour que je puisse répondre à l'attente que le peuple et que la jeunesse guinéenne attend de nous. D'accord. Alors, on va parler, puisqu'on n'a pas assez de temps, quand même, vous allez vous exprimer sur la concession du port autonome de Conakry. Voilà un problème que le Guinéen, l'opacité dans laquelle ce contrat a été ficelé, c'est-à-dire le peuple a besoin d'être informé. Le peuple a besoin d'être informé dans la mesure où, si je prends un exemple, à l'instar par exemple de la hausse des prix du carburant, ils ont préparé tout à l'insu du peuple. C'est ce qui met le peuple en colère. Donc, la concession, le contrat qui a été ficelé, qui n'est même pas pondéré, c'est-à-dire en faveur du peuple, il faut le rappeler, hein, que ça a été un bail. Il savait que, il me semblait que c'était un bail. Et un bail, si on est à un bail sur un long, c'est-à-dire une longue durée. Une longue durée, moi je pense qu'il faut voir l'intérêt de la nation. Est-ce que l'investisseur qui vient prendre les choses en main a sa part? Est-ce que le peuple aussi aura sa part? Mais il faut jouer l'équité budgétaire par rapport à cela. Donc, moi je pense tout simplement, c'est le manque d'information qui a fait que nous sommes rentrés dans cette sphère de complexité par rapport à la concession du port autonome de Conakry. Rappelez à ce gouvernement que le peuple là ne se laissera plus jamais faire. Il a besoin d'être informé à temps. À temps.
Vous avez un gouvernement, nous avons des ministres qui sont chargés d'informer ce peuple. Pourquoi ne pas jouer à la communication avant c'est-à-dire de nous jeter à la face la validité de ces contrats? Rappelez à ce peuple qu'on ne peut pas vendre un pays. On ne peut pas avoir des partenaires comme le port autonome de Conakry, mais le bail, oui, on peut quand même bailler. Oui. Même si le bail n'est pas pondéré en faveur de ce peuple, rappelons que nous allons exiger de ce gouvernement de nous clarifier les conditions, l'atmosphère dans laquelle ce contrat est. Oui, mais à quel moment vous allez exiger cela pendant que les travailleurs du port sont en train de lutter? Alors, à l'instant, le problème du port autonome de Conakry, nous ne demandons pas la violence. Nous ne nous inscrivons pas dans la violence. Oui, mais ce que vous devez faire, M. Savané, c'est maintenant vous devez le faire. J'en viens, M. Kandja. Il y a des problèmes plus brûlants d'abord. Il y a des problèmes encore plus brûlants que le port autonome. Lesquels? J'en viens. Comment vous pouvez déloger? Si je prends le cas de... Là où on dépôt des ordures, là, Dar Salam, là, vous venez déloger des citoyens. Quand je prends le corium d'habitants qui est à Dar Salam, qui n'atteint même pas des 100 Guinéens, vous êtes incapable de trouver un logement social pour eux. Donc ça, c'est une honte. Avant de parler du port... Attention, il y a plus de 300 bâtiments. Hein. Non mais d'accord. Alors, est-ce que le peuple, c'est-à-dire le gouvernement guinéen est incapable de reloger, c'est ça? Donc c'est pourquoi je vous dis, il faut revoir la politique sociale en Guinée. Quand j'ai entendu le ministre de l'administration du territoire dire que nous allons le déguerpir. C'était plutôt le ministre de l'aménagement de la ville, hein? D'accord. Non, c'est pas Sékou Kouruma qui a dit. J'ai écouté Bourama Condé à la télé, à la radio, dire que nous allons procéder au déguerpissement. Voilà le mot, la teneur du mot déguerpissement au vu, au sud, des situations qui sont en situation de détresse. Aucune politique sociale. Pensez que 20 millions peut loger quelqu'un en Guinée aujourd'hui, 20 millions de francs guinéens peut loger quelqu'un, une famille en Guinée aujourd'hui, c'est quasi impossible. Vous savez bien dans quelles conditions nous trouvons des logements en Guinée. Donc, j'insiste là-dessus, la nécessité. Pour le port autonome de Conakry, il faut voir la modernité à un prix. Vous voulez moderniser votre appartement, vous voulez moderniser votre télévision, la modernité, on appelle ça du transhumanisme, c'est-à-dire on va perdre l'emploi. Et c'est pourquoi, s'il n'y a pas de mesures d'emploi, pour les manutentionnaires qui sont au port autonome de Conakry, vous allez avoir des machines dont le débit journalier dépassera le travail de 500 personnes. Ça veut dire que on plonge vers le tarissement de l'emploi. L'emploi, c'est la disparition totale de l'emploi. C'est pourquoi il y a une nécessité de créer ce qu'on appelle des centres d'apprentissage pour que le Guinéen puisse décrocher ce qu'on appelle l'échelle de qualification. Ces manutentionnaires, je dis manutentionnaires pendant 20 ans, 30 ans. Pourquoi ne pas les orienter vers d'autres métiers d'avenir? C'est pourquoi, quand on parle de politique d'emploi, demandez tout simplement tout le problème. Le ferment de tous ces problèmes est lié à un manque total de politique d'emploi dans ce pays. Justement, vous vous êtes exprimé tout à l'heure avant de parler des 100 jours. Vous vous êtes exprimé tout de suite en tant qu'enseignant. Moi, je vous ai connu, c'est vrai, footballeur, mais par la suite enseignant. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui sur le système éducatif en République guinéenne? Une belle occasion de mettre une belle teneur là-dessus. J'ai été enseignant ici avant de quitter, vous le savez, dans plusieurs lycées de la place. J'ai été président du club tutorat Tassimadi. Nous avons créé, nous avons donné la formation qu'il fallait aux jeunes qui étaient dans la branche scientifique dans ce pays. Donc nous avons formé pas mal de cadres guinéens ici dans ce pays. Et de là, j'ai joué ce qu'on appelle ça, une fusion avec la France. Quand j'étais en France également, j'ai été professeur de mathématiques dans plusieurs lycées, dont Edouard Branly, numéro 1 scolarité, c'était numéro 1 études. J'ai été formateur des formateurs à l'Académie de Paris, j'ai recruté des enseignants au compte de Pôle emploi, je leur ai donné ce qu'on appelle la pédagogie différenciée. C'est génial pour un jeune. La pédagogie différenciée, c'est quoi? C'est la technique d'apprentissage qu'on peut transmettre à l'enseignant. Ce n'est pas de rajouter un savoir à ce qu'il a déjà acquis, mais c'est de lui transmettre une méthode d'enseignement qui puisse lui permettre de gagner l'aisance de transmission du savoir. Donc dans ce cadre-là, après avoir acquis tous ces outils, je me suis dit, mais pourquoi ne pas apporter ce que j'ai en train de transmettre à la France aujourd'hui, à la Guinée? C'est ainsi que je me suis... C'est l'un des ferments de mon engagement politique. Je vais réformer le système éducatif national. Pourquoi? Il y a une déconnexion totale entre le programme qui est enseigné en Guinée et le programme qui est enseigné en dehors de la Guinée. C'est pourquoi nos élèves s'inscrivent coche ce qu'on appelle la discontinuité de formation en dehors de la Guinée. Quand vous sortez de la Guinée, M. Kandja, vous avez un bon niveau, vous n'arrivez pas tout de suite à jouer la continuité. Pourquoi? Parce que le programme qui est enseigné dans notre pays n'est pas en cohérence, n'est pas en adéquation avec ce qui est enseigné. C'est là le blocage. Un Guinéen quitte ce pays avec un diplôme d'ingénieur, un diplôme de maths physique, il rentre dans un laboratoire en France ou en dehors de la France, il est aveugle. Ouais. Il est aveugle parce qu'il est incapable
de même prendre le fonctionnement du laboratoire en Europe. Donc, ça veut dire que c'est du vécu ce que je vous dis, parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu, c'est pourquoi dans notre programme de réforme, parce que l'éducation est un moteur important de développement économique, parce que tout ça est soumis de l'emploi, donc c'est pourquoi il y a nécessité de secourir ce gouvernement à réformer le système d'éducation nationale. Ça commence par la réforme du programme d'éducation nationale. Nous allons doter des lycées des outils innovants, qu'on appelle les laboratoires, les ordinateurs, pour que nous puissions occuper nos élèves. Pour les occuper comment? On peut ne pas laisser ces élèves à la cheville. Pourquoi? La méthode est simple. Je vais même confier pour que les élèves, les écoles privées profitent d'ailleurs de l'occasion. Vous pouvez mettre des batteries de questionnaires qui puissent suivre les élèves. Que ce soit manuscrit, que ce soit sur papier, que ce soit sur ordinateur, que ce soit sur les réseaux sociaux. Des batteries de questionnaires pour que l'élève soit en permanence avec les questionnaires, les cours de son niveau. Ça veut dire que lorsque nous allons doter des laboratoires informatiques, des laboratoires de recherche, des laboratoires de lycée, et aussi apporter ce qu'on appelle, c'est-à-dire, si tu veux, l'innovation dans le secteur de recherche, qu'on appelle ça, des recherches de cours. Ça veut dire que nous allons donner des mini-projets à nos élèves pour que l'élève comprenne déjà que dès maintenant, je peux être entrepreneur à la sortie de mon diplôme, je peux créer ma propre entreprise. Voilà ce qu'on peut transmettre à la réforme de l'éducation nationale. Rappelons une chose, ne continuons pas à entretenir ces universités fantômes qui sont en train d'émerger en Guinée. Ça continue? Non mais écoutez, ça continue, mais écoutez, vous donnez des diplômes à des jeunes qui ne sont pas utiles à la nation. Donc il y a des universités qui donnent des diplômes non reconnus? Non, monsieur, écoutez, nous sommes dans une, si vous voulez bien, nous sommes dans une chaîne d'opacité dans ce pays-là. Vous comprenez, les diplômes qu'on donne à nos jeunes ne sont plus utiles à la nation. Mettons des universités de métiers. Vous allez consulter le programme d'un système universitaire ici, où on a pris complètement, c'est-à-dire la page du cours des autres universités qui ne répond même pas aux problèmes guinéens. Donc ça veut dire qu'on joue au copier-coller, au plagiat, si vous voulez bien. Ouais, donc ça ne marche plus. Vous allez voir dans une université ici, on annonce une discipline, il n'y a même pas d'enseignants pour enseigner cette discipline. C'est du vécu parce que j'ai un peu sillonné les universités guinéennes. J'ai un peu échangé avec les étudiants. Donc, il y a nécessité de mettre les universités de métiers pour que la jeunesse, la couche juvénile comprenne que nous devons nous inscrire dans la compétitivité. Souleymane Sy Savané, président de l'URG. Alors, on va chuter sur la dernière partie de cette émission, c'est-à-dire vous devez vous exprimer sur les 100 jours du gouvernement Kassori en 3 minutes. Les 100 jours, c'est une tradition. C'est une tradition que tout gouvernement est censé restituer à son peuple. C'est un petit bilan. Et ce bilan est catégorisé. Je ne suis pas partisan d'un collectif qui a pour emblème le désaccord permanent. C'est-à-dire nous sommes capables de voir une situation politique sociale, c'est une situation sociale sur un angle positif aussi. Jusqu'ici, on parle d'un Premier ministre, c'est 100 jours. C'est quoi les 100 jours? Les 100 jours sont scintillés par quoi? Ils sont scintillés tout simplement par ce qu'on appelle un bilan. Mais si M. Kassori n'a pas de bilan, au-delà, avant d'arriver là, qui est Kassori Fofana? Qui est Kassori Fofana pour les Guinéens? Kassori Fofana fut ministre de l'Enseignement et ministre des Finances. Kassori Fofana, je ne suis pas là pour lancer un débat accusatoire à l'égard du Premier ministre Kassori Fofana. Par contre, il faut que l'histoire, vous savez, comme j'aime souvent le rappeler, en fait, la mémoire, c'est la béquille de l'intelligence. Demandez aux Guinéens d'apprendre ce qu'on appelle, c'est-à-dire la capacité d'analyse. Il faut que les Guinéens analysent, c'est-à-dire les 3 segments. Hier, aujourd'hui et demain. C'est très important. Alors qui est Kassori Fofana? Qui est Kassori Fofana? Kassori est un fonctionnaire guinéen qui a travaillé dans l'administration guinéenne. Qui, je ne peux le confirmer, mais après notre comité d'enquête qu'on est en train de mettre en place, il me semble que M. Kassori Fofana est un prédateur économique. C'est le Victor Lustig guinéen. Le Victor Lustig, vous savez, c'est le Français qui a essayé de vendre la Tour Eiffel. Waouh! C'était un escroc international. Donc, c'est-à-dire en parallèle. L'international là, je n'emploierai pas le mot ici, c'est par rapport à Victor Lustig. Exactement, je fais le parallèle avec Victor Lustig. Kassori est dans la même catégorie que Victor Lustig. Il nous vend des rêves qui ne sont pas réalisables.
Si vous comprenez bien, Kassori et le président Alpha Condé sont dans la même optique, ils sont dans l'optique tout simplement de ce qu'on appelle le langage du contraire. Ils nous disent aujourd'hui que vous êtes beau, alors que vous êtes laid. Ils nous disent aujourd'hui, si vous dites qu'ils dorment, alors qu'ils dorment pas. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit qui n'est pas réaliste? Il faudrait que les Guinéens sortent de cette façon d'accrocher. C'est-à-dire le syllogisme, le paralogisme dans lequel ce gouvernement est en train de nous plonger ne marchera plus, parce que notre lutte, c'est de manifester auprès de ce peuple-là la façon de voir, la changer leur perception à l'égard de la politique. Nous demandons à un gouvernement, c'est honnête, qui puisse restituer à ce peuple ce qu'il a besoin. Alors revenons sur les 100 jours de Kassori. Monsieur Kassori, si je prends son bilan, il a tout simplement, c'est d'empêcher le bon fonctionnement de la démocratie en Guinée. Parce que quand vous retirez, quand vous amputez au peuple son droit de manifester, donc vous boycottez la démocratie. Il y avait trop de manifestations quand même. Non, mais écoutez très bien. Dans un pays normal, il est arrivé à un moment où le Guinée ne parvenait plus à marcher. Non, mais Jamien, qu'est-ce qui est à l'origine des marches? Alors, M. Kandia, il faut accepter les manifestations pacifiques à la colère du peuple, parce qu'on rentre dans le tunnel du vindicte populaire. Le peuple a le droit de manifester, c'est-à-dire ce que l'État lui doit. Donc c'est un devoir d'État qui attend nos gouvernants, nos autorités à restituer au peuple leurs besoins. Si vous amputez au peuple son droit de manifester, donc ça veut dire qu'on dénature catégoriquement, avec véhémence, c'est-à-dire les forces résultantes de la démocratie. Après la suite. Donc, moi je pense, si je prends le bilan du Premier ministre, il a encore récidivé, il a encore... Récidivé dans quel sens? Dans la destruction de l'économie du pays. En quoi faisant? En quoi faisant? Si vous prenez des jets privés, alors que vous êtes incapable de continuer à bitumer les routes du pays. Mais qu'est-ce qui vous dit que ça c'est venu de la caisse de l'État ou peut-être le jet privé? Par rapport à quel voyage? Par rapport à quel voyage? Vous m'avez donné les moyens de parler de ce qu'on appelle une commission d'enquête. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de commission d'enquête sérieuse en Guinée. Donc l'URG dans son programme est en train de mettre ce qu'on appelle la commission d'enquête. Cette commission d'enquête aura pour objectif tout simplement de veiller à ce que tous les cadres guinéens soient capables de justifier leur source de fortune. Vous avez parlé tout à l'heure de jet privé, comment il se déplace avec Alors, où il est parti dans un jet privé. Je ne veux pas beaucoup me pencher là-dessus parce que vous savez bien qu'il y a une petite connexion entre la culture, entre la vulgarisation, le développement de la culture guinéenne par rapport à la mamaya, c'est une tradition. Comme comme on peut dire dans la forêt, le tout poussé est en moins Guinée, au Fouta, et comme on peut dire, il y a Yankadi en Basse-Côte, c'est des choses qu'il faut vraiment essayer de donner la force pour qu'ils puissent avoir. Mais cela ne veut pas dire de détruire l'économie nationale au profit. En quoi est-ce que la mamaya peut détruire l'économie nationale? Quand un Premier ministre se permet de prendre un jet privé, pour combien de kilomètres de route? Et combien de centaines de voitures ont fait la route pour aller accueillir le Premier ministre? Alors qu'à Kankan, il y a des véhicules. On pouvait préparer des véhicules à Kankan pour accueillir le Premier ministre. Pourquoi carburer tous ces véhicules? Oui, mais c'est de coutume. Hein. Il y a des gens qui quittent l'extérieur du pays, des personnes privées qui viennent quand même assister à la mamaya. Ce n'est pas aujourd'hui nouveau qu'il y ait beaucoup de véhicules à leurs moyens. Oui. À leurs moyens. Oui. Donc si on nous permet de faire une enquête tout à l'heure avec c'est-à-dire une traçabilité sérieuse, vous comprendrez que le Premier ministre a utilisé la caisse de l'État pour lui. Ça, il faut même pas, on ne peut pas nier. Nous connaissons qui est Kassori Fofana dans ce pays. D'accord, le débat va continuer de toutes les façons. Votre dernier mot, puisque on a largement dépassé de 2 minutes, et j'espère que le technicien va nous excuser, rien que pour votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est de dire à la population guinéenne de changer, d'essayer de changer la perception de la politique en Guinée. La politique est basée sur un programme. La politique n'est pas basée sur une ethnie. La coloration ethnique n'a pas sa place dans ce pays-là. Essayez de voir adhérer à un parti politique qui peut vraiment répondre à votre problème. Donc, si vous devez faire la politique, regardez dans quel parti politique puisse apporter l'amélioration de votre condition de vie. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde ouvert. Dans le monde ouvert, ça veut dire que nous devons essayer de travailler avec des collaborateurs qui ont du respect à l'égard de notre problème. Si les autorités, si un parti politique ne peut pas soigner votre plaie, donc ceci dit, vous avez le plein droit de tourner, de regarder ailleurs afin de agencer la politique.
La politique aujourd'hui, c'est la seule façon de sortir de la misère. La politique, c'est la seule façon de changer les résultats, les forces résultantes, c'est-à-dire de la gouvernance d'un pays. Mais si vous n'êtes pas avec le parti pour construire les problèmes, pour cerner les problèmes de ce pays, je pense que nous allons encore faire des programmes approximatifs. Chose que nous ne voulons pas. Parce que dans notre projet de proximité du peuple, nous avons demandé d'écouter toute la Guinée afin que nous puissions répondre aux attentes des Guinéens. Nous invitons surtout la couche juvénile, la jeunesse guinéenne, qui ont pris l'habitude et le goût de dire que nous ne faisons pas la politique, nous avons été déçus par ceci. Oui, je suis d'accord avec vous. Si vous voyez que vous avez été déçus par ce politique, c'est parce que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas impliqué en politique. Impliquez-vous en politique pour qu'ensemble on puisse bâtir cette nation-là. Ça ne peut pas se faire. Cette mission, pour réussir cette mission, il faudrait que votre investissement vital soit avec nous pour atteindre notre objectif. Donc, pour finir, pour clore, je vous ai dit qu'avec le kit d'emploi URG, qui demande pour trouver de l'emploi, il faut être qualifié. Pour être qualifié, il faut être formé. Et pour être formé, il faut être outillé. Le manque d'outils d'apprentissage pour notre grave de richesse en Guinée semble être connexe, mais pas complet. Avec l'URG, nous nous inscrivons dans ce sens pour vous donner ce qu'on appelle le pouvoir d'emploi dans ce pays-là. Parce que si vous rêvez à décocher le bien-être, il faut d'abord trouver un emploi stable pour que vous puissiez régler votre facture. Je vous remercie. Et voilà, vous avez compris, c'était Souleymane Sissavané, président de l'URG, qui s'est exprimé sur son parti, bien sûr, et qui a aussi parlé un peu sur l'actualité, donné son avis, l'actualité, c'est-à-dire les conseillers communaux, leur installation, la cession, le contrat de concession du port autonome de Conakry, puis les 100 jours du gouvernement Kassory, même si on n'a pas eu suffisamment de temps pour qu'il s'exprime sur ça, mais on a la télévision, c'est l'heure, et c'est ainsi que prend fin cette émission qui a été très riche, même si par moments on a vu un discours caustique venant de la part de notre invité. Nous vous disons merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à nos programmes. Rendez-vous donc demain pour un autre numéro, mais d'ici là, prenez soin de vous. Merci et au revoir.